Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Il y a 2 jours, le 10 novembre, l'Ukraine a été secouée par le plus grand scandale de corruption qu'elle ait connu au cours des 10 dernières années. Probablement après 2014, lorsque la Russie et les séparatistes qu'elle soutenait ont commencé leurs actions dans l'est de l'Ukraine, à Donbass et à Louhansk. Depuis cette époque, depuis le début de la guerre, pas l'invasion à grande échelle, mais depuis 10 ans. C'est le plus grand scandale de corruption, et il nuit à la population ukrainienne car il est très médiatisé. Le problème central réside dans l'énergie ukrainienne, Energoatom, une entreprise publique. À l'écran, vous pouvez voir une photo de Timur Mindich, un ami proche du président Volodymyr Zelensky et copropriétaire de la société de médias fondée par Zelensky, Kvartal 95. Nous ignorons s'ils sont amis actuellement. Ils ont assisté aux anniversaires l'un de l'autre et ils sont liés depuis plus de 15 ans. Que s'est-il exactement passé et pourquoi la colère de la population ukrainienne est-elle si grande ? Eh bien, tout d'abord, la corruption est douloureuse, surtout lorsqu'elle se produit dans une entreprise énergétique publique. Surtout lorsque cela se produit pendant la guerre, et surtout lorsque la majorité de la population ukrainienne a été plongée dans l'obscurité il y a 5 jours. Aucune production d'électricité, parce qu'il n'y avait aucune infrastructure protégeant les centrales thermiques que la Russie a attaquées avec des drones Shahed. Pourquoi ? Il n'y avait aucune infrastructure, comme il s'est avéré. Avec ce scandale, c'est qu'une grande partie de l'argent destiné à l'infrastructure défensive des centrales thermiques en Ukraine a été volé par le cercle rapproché de Timur Mindich. Et maintenant, le ministère ukrainien de la lutte contre la corruption, ou le Bureau national anticorruption NABU, l'a accusé de diriger un véritable syndicat du crime organisé, qui se concentre sur le détournement des fonds au sommet des contrats d'Enerco, Atom et d'autres entreprises liées à l'énergie. Aussi, la société appelée Firepoint, il y a un lien là-bas, c'est une entreprise qui produit la majorité des drones ukrainiens qui volent vers la Russie. Par exemple, c'est énorme, je vous le dis, il s'agit du secteur énergétique ukrainien, du secteur de la défense ukrainien. Nous parlons de Firepoint, mais passons en revue les informations détail par détail. Timur Mindich, l'un des plus proches collaborateurs du président Volodymyr Zelensky, faisait partie des 7 personnes inculpées dans le cadre d'une importante enquête pour corruption, a annoncé le Bureau national anticorruption le 11 novembre. Maintenant, je dois dire quelques mots sur NABU. Ils ont mené cette opération qui a duré 1 an et demi. Ils ont écouté plus de 1000 heures de conversations enregistrées entre ces types qu'ils accusent maintenant. C'est une très longue enquête anticorruption. Et ce bureau NABU a été créé entre l'Union européenne et l'Ukraine dans le cadre d'un effort pour que l'Ukraine réduise la corruption afin d'intégrer l'Union européenne. Donc, il est séparé du gouvernement et de tout homme politique influent au sein du gouvernement, du Premier ministre, du ministre de la Défense Volodymyr Zelensky. NABU est différent. C'est un bureau indépendant de lutte contre la corruption qui enquête sur tous ces gens-là, comme cela devrait être le cas. Je suis content de voir cela, même si c'est douloureux, avant que nous n'entrions dans ce qui était exactement le cœur de cela, et ce cercle de corruption. Je souhaite vous transmettre tout de suite la réponse de Zelensky. Cette info est parue il y a 2 jours. Hier, Zelensky a répondu au scandale par un commentaire saluant les efforts du Bureau anticorruption contre la corruption, mais il n'a pas mentionné Mindich personnellement dans son commentaire. Je pense qu'il aurait dû le faire. La population ukrainienne est furieuse parce que la confiance de cette population envers le gouvernement en temps de guerre a maintenant été érodée. Donc Zelensky a la possibilité de s'adresser au public. Avec toutes ces informations et en citant certains noms, il ne l'a pas faite. Il a été très vague dans ses éloges envers NABU, a-t-il dit. Et je cite, « Toute action efficace contre la corruption est très nécessaire. L'inévitabilité de la punition est indispensable. » Car pour moi, cela reste flou et il faut approfondir. Notamment parce que Mindich est copropriétaire de Kvartal 95, société fondée par Zelensky. Je veux dire, Mindich est le copropriétaire. Il y a trop de liens et de connexions entre ces 2 gars pour que Zelensky puisse rester vague en ce moment. Ce n'est pas le moment d'être vague. D'ailleurs, Mindich a quitté le pays.
Je veux dire, c'est le premier signe que tu n'es pas innocent. Il y a 2 jours, quand Nabiou a lancé cette accusation, ils ont fouillé son appartement, ils ont trouvé des choses et Mindish a quitté le pays. Non seulement l'appartement de Mind a été fouillé, mais aussi celui du ministre de la Justice, German Kalushenko, qui a été ministre de l'Énergie de 2021 à 2025. Son appartement a également été fouillé, mais aucune accusation n'a été portée contre lui. Voilà. Plus de 70 perquisitions. Plusieurs perquisitions ont été menées dans l'enquête Invest, illustrant l'ampleur de cette opération à son apogée. Il y a 2 jours, le bureau anticorruption a signalé que le groupe percevait des pots de vin auprès des sous-traitants d'Energoatom, représentant 10 à 15% de la valeur de chaque contrat. C'est énorme parce que Energoatom, une entreprise énergétique ukrainienne appartenant à l'État, est l'une des entreprises publiques les plus rentables du pays. L'Ukraine en possède. Le chiffre d'affaires pourrait atteindre jusqu'à 45 milliards d'euros, dont 10, c'est ce que je cite de Nabiou maintenant. La gestion de cette entreprise stratégique au chiffre d'affaires annuel de 47 milliards de dollars était assurée non par des responsables officiels, mais par des personnes extérieures sans autorité formelle. Alors, quel était le montant volé ? Je vais utiliser la formulation correcte ici. Quel était le montant volé au peuple ukrainien ? Selon Nabiou, les personnes impliquées auraient en blanchi près de 100 millions de dollars via un bureau à Kiev appartenant à la famille Ortarcha d'Arkach. D'ailleurs, ce même syndicat ou organisation criminelle, a refusé un contrat de 100 millions de dollars pour sécuriser davantage les centrales thermiques. Les attaques de drones russes. Ils l'ont refusé parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient attendre un contrat plus lucratif pour pouvoir détourner de l'argent. Donc ces centrales électriques ont été frappées ou tuées il y a environ une semaine, plongeant l'Ukraine dans l'obscurité, ainsi que leur sécurité. Le contrat pour garantir cette sécurité a été refusé. Les gens sont furieux car ils vivent dans le froid et l'obscurité dans certaines régions. L'électricité n'est toujours pas rétablie. Ils ont des enfants qui ne peuvent pas avoir de nourriture chaude et ne peuvent même pas dormir au chaud. Ils doivent dormir dans le froid. Parce que ces types détournèrent de l'argent et ne sécurisaient pas les centrales électriques. Cela touche directement la vie des gens en Ukraine, leur vie quotidienne. Ce n'est pas un drame politique vague ou lointain, ce sont directement les Ukrainiens qui souffrent. Coupure d'électricité et absence de chauffage en ville. Ceci est directement lié à cela, de la manière la plus directe possible. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en juillet 2025, il y a eu d'énormes manifestations en Ukraine. Peut-être que tu n'as pas compris de quoi il s'agissait ? Eh bien, elles sont liées à ce scandale de corruption parce que, selon Curie, de sources indépendantes des forces de l'ordre, l'enquête sur Mind aurait été l'un des facteurs qui ont conduit les autorités à tenter de supprimer l'indépendance du bureau anticorruption en juillet dernier. Ainsi, les autorités, y compris Volodymyr Zelensky, qui a apposé sa signature sur un document visant à supprimer l'indépendance du Nabiou vis-à-vis du gouvernement, ont tenté de faire cela. Volodymyr Zelensky a apposé sa signature. Le peuple ukrainien et la société civile ont manifesté massivement, les plus grandes protestations depuis l'invasion à grande échelle. Contre cela, ils ont donc dû reculer et Nabiou reste indépendant. Cela a abouti à mettre en lumière ce scandale de corruption lié à un syndicat du crime. Chaque Ukrainien est au courant de cela, peu importe à qui vous parlez en Ukraine, ils vous en parleront, ils sont très concernés. Tout le monde a été touché par ces attaques de la Russie, et elles ont été si dramatiques et douloureuses pour les Ukrainiens, parce que les centrales thermiques n'ont pas été protégées, 50% de l'argent est parti. Cet argent aurait dû servir à réparer les infrastructures électriques et de chauffage. Et cela érode la confiance du peuple envers son propre gouvernement en temps de guerre. Donc c'est douloureux d'en parler. Nous devons en parler parce que c'est la seule façon d'éclairer ces choses et d'avancer. Des infos sortent chaque jour, je vous tiendrai donc au courant dans la prochaine vidéo. Actuellement, vous savez, toutes les informations, je vais les revoir encore une fois. Le chef de ce syndicat du crime, je vais l'appeler comme ça. En toute connaissance de cause, Dimur Mindish a fui le pays. Nous ne connaissons pas encore les liens avec Zelensky, mais il y a de très fortes suspicions à ce sujet. Et enfin, la population ukrainienne est furieuse, absolument furieuse. Ce scandale ne disparaîtra pas rapidement.
cela aura des impacts énormes et des personnes occupant les plus hauts postes en Ukraine perdront leur place à cause de cela. C'est ma prédiction. Et maintenant, pour résumer ce sujet, je vais vous lire 2 courts paragraphes qui correspondent exactement à tout ce que je veux vous dire. La vérité est en jeu parmi la population, l'armée et les partenaires internationaux. Aucune dissolution d'un conseil de surveillance, aucune condamnation de quelques individus et aucun nouvel audit n'annulera les dégâts qui sont en train de se produire. Un véritable contrôle parlementaire sur les dépenses et les achats des entreprises publiques, ainsi qu'un examen sérieux des très grands projets de construction sont nécessaires. Comme beaucoup, y compris moi, le disent depuis un certain temps, le pays a besoin d'institutions et de régulateurs réels, efficaces et indépendants, et non de ministères composés de prodiges. Bien que la loyauté en politique soit importante partout dans le monde, elle ne peut pas être le seul facteur décisif dans la prise de décision cruciale concernant les postes politiques et bureaucratiques de haut niveau. À court terme, il faut des actes concrets et de la responsabilité, pas seulement des mots. Aujourd'hui, plus que jamais, les dirigeants ukrainiens doivent prouver qu'ils comprennent bien l'état d'esprit de la population et qu'ils agissent en conséquence. De petits changements ici et là ne suffiront plus à combler le fossé de la méfiance. Sinon, cela risque de devenir le tournant de la présidence de Zelensky. Je suis d'accord avec cela. Tout cela est douloureux, mais c'est pour la vérité et pour la confiance du peuple envers le gouvernement. Il faut en parler. Chaque détail, chaque aspect doit être mis en lumière. Il faut que la lumière soit faite dessus. Cela peut donc évoluer, mais sans en parler, rien ne change. Maintenant, parlons de la Russie, plus précisément de l'économie russe. Depuis que Trump a imposé des sanctions aux 2 plus grandes compagnies pétrolières russes, l'Inde et la Chine ont réagi. Certaines personnes dans le monde ont peut-être pensé que l'Inde et la Chine ne réagiraient jamais. En Sirda Content, ils seront toujours la base de l'économie russe, en achetant toujours le pétrole. Mais ce n'est pas le cas. En effet, les plus grandes raffineries de l'Inde, qui représentent les 2/3 des importations de pétrole russe du pays, n'ont passé aucune commande pour décembre, rapporte Bloomberg. Normalement, les accords pour le mois suivant sont finalisés avant le 10. Cela signifie que ces plus grandes raffineries indiennes ne passent pas de commande. Elles craignent les sanctions secondaires de Trump, elles ne veulent pas y être soumises. Parce que pour l'Inde, il est aussi important de maintenir les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Inde. Ce changement soudain est survenu après que Trump a doublé les droits de douane sur toutes les importations indiennes à 50% en hâte et imposé des sanctions aux 2 plus grands producteurs russes, Rosneft et Lukoil. Et vous pouvez voir jusqu'en novembre, donc en ce moment, 2025, cette colonne noire ici montre les importations indiennes de brut russe. Leur grande stabilité a permis à la Russie de recruter de nombreux étrangers. Payer les indemnités uniques aux familles des défunts en Russie, payer la prime d'engagement unique de l'armée russe. Parmi les personnes qui y vont pour plaisanter, je veux dire, la Russie a de l'argent grâce à ce commerce pour maintenir l'armée en activité. En décembre, nous n'avons pas ce graphique. Ce sera très différent. Mais aussi, l'Ukraine frappe l'une des raffineries de pétrole russe. Hier, le 11 novembre, et celle-ci était vraiment très loin de la frontière. Des drones d'attaque ukrainiens ont pénétré sur environ 1600 km dans l'espace aérien russe pour frapper la raffinerie d'Oursk, endommageant une unité de raffinage. C'est une belle photo, mais une vidéo c'est encore mieux. Regardez-moi ça. Là. Si ce n'est pas un moment waouh, alors je ne sais pas ce que c'est. Merveilleux. Je veux aussi vous montrer l'endroit. C'est à la frontière, très près de la frontière du Kazakhstan, ce qui veut dire que pour la Russie, c'est dans une zone très isolée, ce qui rend les réparations très difficiles. Réparer les raffineries royales est difficile, tout comme pour la Russie, car ils sont sous sanction. Et parce que la majorité de ces raffineries modernes possèdent des composants et des modules occidentaux, que la Russie ne peut plus acheter. S'ils veulent en les réparer, ils doivent les reconstruire selon les normes chinoises et avec des modules chinois, ce qui prend du temps. Et encore plus à cause de l'emplacement isolé. De plus, cela affecte la sécurité des produits pétroliers kazakhs, car cette raffinerie exporte vers le Kazakhstan. Cette attaque a donc un fort impact, comme vous le voyez. Dernier point sur la Russie. Ils vont limiter leur accès à Internet.
C'est une phrase très étrange à dire n'importe où en Occident, parce qu'en Occident, Internet est humain, n'est-ce pas? Tout le monde l'a. Si tu ne l'as pas, contacte quelqu'un. Les gens réagissent à ça. En Russie, tout le pays se prépare à réduire l'échelle. Par exemple, la ville russe de Saint-Pétersbourg, avec une population de 56 millions d'habitants, a été presque complètement coupée d'Internet mobile. Si une ville occidentale de 56 millions d'habitants perdait Internet, ce serait la principale actualité partout. Les habitants signalent l'indisponibilité des sites web, messageries, banques, applications de livraison et taxis. Et vous pourriez penser qu'il s'agit d'un accident, mais ce n'est pas le cas. Gardez à l'esprit qu'il existe un pays qui n'a pas d'Internet par choix. C'est la Corée du Nord. Ils ont l'Internet nord-coréen, mais c'est ce que c'est. Poutine fait évoluer la Russie pour qu'elle ressemble davantage à la Corée du Nord, pour avoir un monopole de l'information surtout. Monopole de l'information, de la vérité. Voilà ce que veut le gouvernement russe. Ils doivent couper Internet car on peut utiliser un VPN pour obtenir des infos de l'Occident. Les Russes sont en train d'être préparés à une coupure d'Internet. Par exemple, l'Internet mobile a déjà été coupé aujourd'hui à Ulyanovsk et ne reviendra pas avant la fin de la guerre. Donc dans des oblasts entiers, dans certaines zones de cette oblast, l'Internet est coupé. Et le gouvernement dit qu'il ne réparera pas cela. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire réparer, vous ne pouvez appeler personne. C'est un choix comme ça, et cela ne reviendra jamais tant que la guerre ne sera pas terminée. Cela donne aux gens moins de sources pour obtenir leurs informations, et au final, ils ne les reçoivent que par des chaînes contrôlées par l'État comme la télévision ou des sites internet contrôlés par l'État. Ce qui constitue un monopole sur la vérité, ce qui permet au gouvernement russe de manipuler encore plus sa population pour les envoyer dans des assauts massifs si nécessaire. Ce n'est pas tout. Les Russes font face à une coupure d'Internet de 24 heures après leur retour de l'étranger. À leur retour en Russie, les citoyens sont coupés de la plupart des sites web et des réseaux sociaux pendant 24 heures, avec un accès uniquement aux messageries contrôlées par le FSP et à quelques services approuvés par le gouvernement. C'est une nouvelle directive du gouvernement. Si vous venez de l'étranger, vous devez passer par la boîte noire, sans Internet ni rien. Vous devez être vérifié pour pouvoir rétablir l'accès complet. Mes amis, aujourd'hui c'est une vidéo difficile à faire pour moi, mais pour la vérité, comme je l'ai mentionné, je la fais. Des personnes soutiennent cela, ce qui me réjouit et me fait me sentir moins seul. Ce sont les membres mensuels de Buy Me a Coffee. Je veux lire quelques-uns de leurs messages et citer certains noms pour leur témoigner ma gratitude. As-tu déjà eu le temps de mettre mon nom? Couronne? Père Éric Vaspac? Je n'avais pas le temps, mais maintenant, oui, mon ami. Ton nom a été écorché. S'il te plaît, écorche mon nom Tavaram avec ta prononciation estonienne, Tekavaram. Tu as été écorché. J'ai trouvé comment prononcer mon nom James Jan Emerson James. C'est ainsi que nous écririons James, probablement en estonien. James Jan Emerson. Eh bien, considère que ton nom a été écorché jusqu'au ciel. Kate, voici pour un autre mois. Poursuis ton super travail, je le ferai. J'ai une demande. Quand tu écorches mon pseudonyme, peux-tu lire Uaxguman VS en estonien? Merci roi du Smoot Uaxguman VS 95C UHACKSAGUMENT versus en Estonie. Essaie de dire Uaxguman visus écorché. Ça devrait être trop facile, mais tente le coup. Merci pour tout. Si le pire arrive, j'espère être avec toi sur le terrain. Celui-ci a écrit en Jirillitsa. Aaron Stone, le roc dans Surco Eternum. Aaron Stone, le roc à Surgo ou dans Surco Eternum. Eh bien, je l'ai fait. Considérez que votre nom va être écorché. Je fais une surprise à ma femme avec vous. En prononçant son titre de Suprême Seigneur Marika, je connais le sens de la vie. C'est de la servir. La vie est plus facile si vous êtes un sbire. À la Suprême Seigneur Marik. Pour l'amour de la vérité, considère que ton nom sera écorché. Si tu apprécies mon travail et souhaites le soutenir, offre-moi un café via le lien en description. Maintenant, nous partons vers les lignes de front.
Et encore une fois, pour être en accord avec les sujets de cette vidéo, il y a déjà des sujets dont nous devons discuter et parler. L'un d'eux est l'offensive russe, non seulement à Bakrovsk, mais aussi dans la région de Zaporijia, principalement en direction de l'oblast de Dnipropetrovsk. Je parle de cette offensive juste ici. Je veux vous la montrer sur une échelle de temps. Zoomez pour voir où nous sommes. Je veux vous la montrer sur une échelle de temps. Revenons 2 semaines en arrière. Vous pouvez voir comment cette offensive progresse. Ou plutôt, en ce moment, elle recule, parce que je remonte le temps. Si j'avance à nouveau, ceci est un... Je ne pourrais pas appeler ça une percée. Mais c'est une avancée très rapide des troupes russes, plus rapide qu'ailleurs, plus rapide qu'à Bakrovsk, plus rapide qu'à Kupiansk. C'est cette avancée vers l'oblast de Dnipropetrovsk. Malheureusement, les Ukrainiens n'ont pas de réponse à cela. Leurs meilleures unités sont à Bakrovsk. Ce front, comme la plupart des fronts en Ukraine, fait face à une grave pénurie de main-d'œuvre. Parfois le front est vide. Il n'y a que quelques poches d'air ou des équipes de drones, mais le reste n'est que terre vide. Donc si 1, 2, 3, 4, les petits groupes de Russes pénètrent à travers ces poches et passent derrière les opérateurs de drones doivent battre en retraite. Voilà ce qui se passe ici. C'est une réalité triste et difficile, mais je pense que vous devez le savoir. Les forces de défense ont dû quitter leur position près de plusieurs localités de la région de Zaporijia. C'est exactement de ce front dont je parle. En raison d'assauts massifs, de plus de 400 obus d'artillerie par jour et de la destruction des abris. Nos militaires ont dû se retirer des zones de Nova Uspenivska, Novi Oktonichi, Uspenivka et Nova Mikhailivka, a déclaré Vladislav Voloshin, porte-parole des forces de défense du Sud. Parallèlement, de violents combats continuent près de Ivanopilia, Solodke et Jablukov. Le chef d'état-major ukrainien, Zyrski, a aussi commenté cela. Je le cite. La situation s'est nettement aggravée à Alexandrivskaya et Ouliabilia. C'est de la même direction dont nous parlons. Où l'ennemi, profitant de sa supériorité numérique en forces et en moyens, a avancé lors de combats acharnés et a capturé 3 localités. Selon lui, les défenseurs ukrainiens livrent des combats épuisants à Rivnopilia et Yablukov. Il confirme donc cette information. Il a été mentionné qu'il y avait 400 obus d'artillerie par jour, utilisation par l'armée russe. L'Ukraine en utilise 10 à 15 fois moins, mais d'où la Russie tire-t-elle ses obus d'artillerie? Ils ne sont pas capables d'en fabriquer autant. Près de 70% des munitions utilisées par la Russie contre l'Ukraine proviennent de Corée du Nord. Je déteste le dire, mais il semble que la Russie ait des alliés plus fanatiques, des alliés plus efficaces. L'OTAN a récemment dépassé la Russie, ainsi que l'ensemble de l'OTAN réuni dans la production annuelle d'obus d'artillerie. Nous n'en fournissons pas des centaines de milliers à l'Ukraine, contrairement à la Corée du Nord qui le fait pour la Russie. Ils fabriquent des centaines de milliers d'obus d'artillerie par an et ils les fournissent à la Russie. Nous devrions faire la même chose depuis hier. C'est mon message. Nous ne le faisons pas. Si vous êtes électeur dans un système démocratique, vous l'êtes dans un pays occidental. Votez pour des politiciens qui visent à augmenter le soutien militaire à l'Ukraine, en particulier les obus d'artillerie et les drones. Allons aussi à Bakrovsk. Tout le monde parle de Bakrovsk et cette vidéo est apparue le 11 novembre hier, montrant des Russes entrant en masse à Bakrovsk. Regardons d'abord la vidéo. Ce sont des colonnes russes. Vous pouvez voir le véhicule Bukhanka, le camion de l'amour, des vélos bikes, des motos, bien sûr des chefs soviétiques. J'adore celle-ci. Ceci est un drone russe au sol. Drone d'embuscade. Cela n'a pas été activé depuis. Ce sont les troupes russes ici. Et aussi à pied. Ils sont capables d'avancer ainsi en masse sans être détruits. À cause du brouillard, vous pouvez voir le brouillard dans le brouillard. Il est très difficile de diriger le tir d'artillerie. Il est très difficile de diriger les drones. Je veux dire, le drone de reconnaissance est en l'air et dirige les vues à la première personne. Il ne peut pas le faire à cause du brouillard, ce dont la Russie a aussitôt profité pour envoyer des centaines de soldats à Pokrovsk. À Bakrovsk, il y a actuellement 300 à 500 soldats russes.
Vous pourriez croire que 300 ce n'est pas beaucoup. Nous parlons de dizaines de milliers qui entourent la zone. Mais comme je l'ai mentionné auparavant, la situation de Pokrovsk est très particulière. Il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre présente dans la ville des deux côtés. La majorité des pertes, se produisent à cause des drones qui sont contrôlés depuis l'extérieur de la ville, parfois à 10 km en dehors de la ville. Dans la ville, seuls quelques centaines de soldats sont présents physiquement. Il y a actuellement plus de civils à Bakrovsk que de soldats, tous camps confondus. C'est incroyable. Cette ville, cette bataille, diffère de Bakhmout, où des combats de rue opposaient embrasaient des milliers de personnes. On compte des centaines de personnes de chaque côté, mais des milliers de drones en vol. La bataille est différente. Les lignes de front de Pokrovsk, il n'y a pas de ligne de front. C'est tellement fluide que les maisons changent de contrôle entre les deux armées plusieurs fois par jour. De nombreuses zones changent de contrôle plusieurs fois par jour. Je parle de ceux qui parviennent à entrer dans Pokrovsk. L'Ukraine a publié une vidéo un jour plus tard montrant ce convoi massif avançant dans le brouillard. Après la dissipation du brouillard, les drones ukrainiens ont repéré la plupart des troupes, mais pas toutes. Que devient le reste? Ils se cachent, comme celui-ci. Ceux qui y parviennent, le brouillard se dissipe, les drones les traquent. Mais sur une centaine qui y vont, environ 70 sont éliminés. Ces 30-là, je donne des chiffres au hasard, mais ils se cachent. Ils attendent 30, puis encore 30, jusqu'à dépasser les troupes ukrainiennes. Et ils sont traqués par des drones ukrainiens, mais les troupes ukrainiennes sont aussi traquées par des drones russes. Et au final, les Russes... Le contingent russe à Pokrovski est agrandi et agrandi chaque jour par quelques soldats ou quelques dizaines de soldats. Et il y a actuellement entre 300 et 500 soldats, et c'est suffisant pour prendre cette ville et la contrôler. Parce que l'Ukraine dispose de beaucoup moins de personnel sur place que cela. L'armée ukrainienne et les analystes tèrent la sonnette d'alarme en raison de l'intensification des combats à Bakrovsk et dans la ville voisine de Myrnograd. La progression des unités russes dans ces villes risque d'en faire un tremplin pour une nouvelle offensive. Les experts remarquent dans la faible densité critique des forces ukrainiennes. Le calcul moyen est de seulement 4 à 7 fantassins par kilomètre de front. Si vous y réfléchissez, cela ne représente rien par kilomètre. La ligne de front est vide. Même si je parle des lignes de front fluides à Bakrovsk, même dans d'autres zones, les lignes de front sont vides. Dans certaines zones uniquement contrôlées par des drones, il n'y a pas assez de main-d'œuvre. De plus, le problème des désertions dans l'armée ukrainienne s'est aggravé. En octobre, le parquet a enregistré environ 20 000 cas de désertion. De plus, je veux vous donner un aperçu des tactiques russes, car elles ont changé au cours de l'année écoulée. Leur tactique consiste maintenant à utiliser de très petits groupes mobiles, très rapides et mobiles. On évoque 2 à 4 hommes utilisés très souvent. Et ils sondent ces zones vides entre les équipes de drones ukrainiennes, ces bulles de drones. Parce qu'ils ont découvert qu'il n'y a pas d'infanterie présente sur de vastes zones du front. Donc cette tactique est très douloureuse pour les Ukrainiens. Un sous-officier ukrainien du nord-est de l'Ukraine décrit les tactiques russes actuelles. Les Russes emploient des drones vus à la première personne pour affaiblir la logistique ukrainienne et neutraliser les équipages ukrainiens de drones vus à la première personne et Mavic. Pendant ce temps, ils identifient les meilleures routes pour s'infiltrer à travers les lignes les plus faibles de l'Ukraine et préparent des groupes d'assaut. Les troupes infiltrées sont surveillées et ravitaillées par des drones et drones. La chose la plus importante, c'est que tous ces processus se déroulent en parallèle. Il souligne que le principal problème de l'Ukraine est le manque de main-d'œuvre. Maintenant, ce manque de main-d'œuvre se manifeste à travers différents analystes, différents sujets, différentes zones du front. C'est le principal problème. Et pour conclure le sujet des tactiques russes, je veux vous montrer une nouvelle vidéo des Russes utilisant une bombe planante bombe aérienne de fabrication 3000 à Myrnograd. Voici Myrnograd, la ville jumelle de Pokrovsk. Regardez ça, attendez un peu. Ceci est une bombe larguée par avion. La Russie en fabrique des centaines chaque jour, mais pas des bombes aériennes de fabrication 3000. Ils fabriquent avant que les plus petites, 250, 500 et 1000. Ils en fabriquent des centaines chaque jour, ainsi que quelques 3000. Vous pouvez voir que ce n'est pas fait pour détruire des troupes, c'est fait pour raser des villes entières.
Ceci est une bombe conventionnelle, simplement une quantité massive d'explosifs. Si vous rasez les villes, il n'y a nulle part où se cacher. S'il n'y a nulle part où se cacher, vous submergerez un ennemi qui a moins de main-d'œuvre. C'est la tactique russe, et malheureusement ça fonctionne. S'il n'y a pas de réponse à ces bombes, vous ne pouvez pas les abattre. Ce que vous pouvez faire, c'est viser l'archer, pas la flèche. Cela signifie que vous devez détruire les avions, donc frapper en profondeur en Russie, sur les aérodromes. Ceci est étroitement lié aux restrictions et à l'aide occidentale. Regardons cela à nouveau. Regardez ça, l'onde de choc de cette explosion. Cela rase plusieurs immeubles d'habitation à l'épicentre. L'Ukraine ne fabrique actuellement rien d'aussi puissant. Ni bombes d'avion, ni missiles, ni Flamingo, ni missiles Neptune. Ils n'atteignent même pas cette quantité d'explosifs. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. Je continuerai à dire la vérité vendredi, puis 3 fois par semaine. Si cela vous plaît, abonnez-vous et revenez vendredi. Si c'est un sujet douloureux, mais un sujet dont il faut parler, je le ferai. D'ici là, mes amis, Slava Ukrainia, au revoir.